Le traité de Lisbonne et la crise financière mondiale actuellement ont les mêmes origines. Quand je dis ça, je veux dire par là que la réflexion communautaire sur l'avenir de l'Union européenne, qu'elle s'appelle le traité de Lisbonne ou les institutions telles qu'on les connaît après Maastricht et dans les dernières années, ou les raisons qui font qu'aujourd'hui le monde financier est en train d'exploser sur toute la planète, ont été créées par les mêmes idées, les mêmes raisonnements, les mêmes élites politiques, les mêmes partis, en fait, dans nos pays, en gros il y a 10 ans. Les fameux produits dérivés, les produits dérivés financiers qui explosent actuellement, ils ont 10 ans. Donc on est à la fin des années 90. Le projet de constitution, le projet de traité de Lisbonne et la manière dont on veut essayer de diriger l'Europe sans la démocratie, c'est également des choses qui sont nées dans les esprits de nos technocrates nationaux et eurocrates il y a une dizaine d'années. C'est un moment où, dans le monde entier, des financiers, des technocrates ou des partis politiques nationaux ont cru qu'ils pouvaient maîtriser l'histoire, sans s'occuper des conséquences, ou que les conséquences seraient toujours gérables, ou qu'ils pourraient maîtriser les peuples, sans leur demander leur avis. On voit ce qui se passe avec la crise financière actuellement, le monde merveilleux qui devait être géré avec des produits nouveaux, en oubliant tous les principes de réalité, est en train de se détruire sous nos yeux. Et en Europe, on s'aperçoit actuellement qu'on va devoir faire un choix très sérieux. Si on veut continuer le projet européen selon les méthodes promues par les traités actuels, et le projet de traité de Lisbonne, ou de constitution quelque temps auparavant, et qui sont rejetés par les peuples, c'est qu'on nous propose de continuer à faire l'Europe et à la diriger sans les citoyens. En faisant croire que les méthodes qui ont été bonnes pour construire l'Europe sont également bonnes pour la gérer, pour la gouverner. Et avec New Europeans, on pense fondamentalement que, pour reprendre une image automobile, mais pas la Ferrari, bien que je sois en Italie, ça va être une image automobile d'un bus, d'un grand bus, très gros bus, c'est que ceux qui sont capables de construire un bus ou un bateau dans lequel on met 500 millions de passagers ne sont pas forcément les mêmes qui sont censés conduire, savoir conduire, gouverner et diriger le bateau en question ou le bus en question. Et c'est actuellement le problème fondamental qui se pose lors des prochaines élections européennes en 2009. Est-ce que les Européens vont être capables d'inventer les outils démocratiques dont font partie les partis politiques, qui sont à la taille de la nouvelle entité qu'on a construite, donc à la taille de 500 millions d'Européens et de 27 cultures, histoires, etc. Ou allons-nous rester dans des logiques de politique purement nationale qui font que on va se trouver dans un problème identique à celui du monde financier aujourd'hui. On a créé des instruments et des puissances complètement énormes au niveau de la planète et nos systèmes de régulation et de contrôle étaient restés nationaux. On voit le résultat aujourd'hui. Panique mondiale. Les instruments de contrôle et de gouvernance de l'économie mondiale n'ont pas été créés quand ils auraient dû être créés il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est la catastrophe. L'Europe politique est en train de suivre un chemin identique, sauf si, dans la prochaine élection européenne, on est capable de commencer à mettre en place les nouveaux processus qui font que les 500 millions d'Européens deviennent des partenaires du projet et donc arrivent à l'ancrer dans la réalité. Sinon, dans 5 à 10 ans, on aura le même résultat au niveau de l'Europe qu'on a eu au niveau mondial au niveau financier. Je vais vous poser quelques questions. Je ne vais pas être long parce que je sais que Danilo va avoir énormément d'informations aussi, d'éléments à présenter. Combien d'entre vous dans cette salle connaissent le nom de leur député européen? Ne répondez pas parce qu'en général, on connaît la réponse là-dessus. Combien d'entre vous savent dans quelle famille politique ils siègent au niveau du Parlement européen? Combien d'entre vous savent si le parti national de votre député est totalement compatible au niveau européen avec les autres partis politiques qui siègent dans la même famille politique? Parce que souvent, on ne sait pas, mais ce qui vous a attiré dans un parti national peut s'avérer être minoritaire dans la famille politique au niveau européen de ce même parti. Donc en fait, vous avez élu quelqu'un qui fera le contraire de ce que vous avez choisi de voter pour lui. Ces questions-là, 99,9% des Européens ne savent pas y répondre. Ils ne savent pas qui sont leurs députés européens, ils ne savent pas quels sont le contenu des programmes pour l'Europe de leurs partis nationaux, ils ne savent pas dans quelle famille politique au niveau européen siègent les gens qu'ils ont envoyés au Parlement, ils ne savent même pas quelles sont les décisions que ces familles politiques vont prendre au niveau du Parlement européen. Ça, et je rejoins votre analyse, ça s'appelle un déni de démocratie. Quand un citoyen n'est pas capable, parce qu'il ne peut pas savoir
ce que vont être les forces politiques pour lesquelles on amène à voter. On est dans une mascarade, une parodie de démocratie. Le problème politique devant lequel on se trouve n'est donc pas un choix. On ne fait pas de la démocratie parce que c'est chouette ou parce que c'est bien. L'Union européenne ne s'est pas été créée parce que par principe, on trouve que la démocratie, c'est mieux que pas de démocratie. Nous pensons que la démocratie a une valeur supérieure, pas seulement de principe, mais aussi de pratique. On ne peut pas penser faire l'histoire, comme vous l'avez rappelé, construire la 3e puissance du monde en termes de population, une des 2 ou 3 premières dans pratiquement tous les secteurs mondiaux, et imaginer en même temps qu'en matière de gestion, on va rester à des modes de gestion top-down, technocratiques, bureaucratiques, sans aucune implication des 500 millions de citoyens. Dans un monde moderne et complexe comme celui qu'on a aujourd'hui, les 500 millions de citoyens sont les conditions sine qua non du succès de la gouvernance de l'Europe. Sans les 500 millions de gens, nos chers quelques milliers, dizaines de milliers d'élites nationales ou européennes sont totalement incapables de gouverner l'Europe, de la même manière que nos quelques milliers de banquiers internationaux, de FMI et de ministères des Finances se sont avérés totalement incapables de gérer l'économie mondiale et la finance mondiale. Le parallèle, donc, est sur de nombreux aspects. Et si nous faisons une Europeans, et je terminerai là-dessus, ce n'est pas uniquement parce que nous pensons que c'est utile, nous pensons que c'est nécessaire. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il y a un système à conduire. Il y aura une gouvernance politique de l'Europe. On le voit, les quelques éléments récents. L'Union européenne lance une pétition pour un sommet de l'Euroland il y a 10 jours. On nous dit oh, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. 4 jours après, le sommet de l'Euroland se réunit à Paris. On vit des temps où l'impossible devient possible très vite. Et donc, il y aura une gouvernance de l'Europe politique. Le problème est de savoir si elle sera démocratique ou pas. On vit sur un continent, l'Europe, dont nous savons que l'histoire politique est pleine de hauts et de bas. Que quand l'option démocratique n'est pas prête, parce qu'elle n'a pas été préparée, parce qu'on n'a pas construit les outils, les instruments, les partis, les idées, les méthodologies pour le faire, eh bien, quelqu'un arrive, ou des groupes arrivent, et disent, il faut gérer le problème, il faut gérer la crise, la démocratie n'est pas prête, qu'importe, nous allons la gérer sans la démocratie. Ça, c'est l'histoire de l'Europe, très souvent. Alors, on espère qu'on peut essayer d'éviter que l'Europe refasse à nouveau ce type de période historique dont elle a l'habitude. Et c'est pour ça qu'en 2009, on va non pas dire qu'il faut une démocratie transeuropéenne, on va par la preuve, par l'exemple, montrer que dans au moins une dizaine de pays de l'Union, nous allons présenter le même parti, avec le même programme, avec les mêmes idées, qui vont être défendues de la même manière en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie bien sûr, peut-être probablement en Tchéquie, en Slovaquie, en Roumanie, pour montrer que ce que les partis nationaux ne savent pas faire, parler d'Europe politique de manière intéressante et convaincante pour les citoyens, on peut le faire d'une autre manière avec de nouvelles forces politiques.